Pour la troisième fois depuis la fin de la saison, les Rossoneri ont perdu un nouvel élément important de leur identité. Dès le coup de sifflet du dernier match, le club avait pris un premier coup de massue avec le départ à la retraite d'un de ses membres les plus importants, Zlatan. Il était l'une des masterclass du nouveau Milan, un vétéran revenu au club pour apporter son aide dans l'encadrement de la jeunesse, pour implanter son caractère, sa discipline, son respect du club et sa soif de victoire dans un effectif très jeune écrasé par la pression. Avec Simon Kjær, ils ont rapidement pris les rênes du vestiaire et leur leadership a permis à tous les joueurs de grandir, d'apprendre aux côtés d'excellents joueurs conscients de leur rôle dans le vestiaire. Le départ de Zlatan a donc fait extrêmement mal au vestiaire, la plupart des joueurs lui ont rendu un hommage et la direction a organisé une belle cérémonie d'adieu digne des services rendus au club. Sa fin était logique, sa dernière prolongation le laissait présager, ses pépins physiques l'avaient éloigné des terrains et pour rester, il avait accepté une sacrée baisse de sa salaire. Pour autant, même sans être sur le terrain, sa présence se ressentait, que ce soit dans le vestiaire où sa voix restait forte, ou bien même en dehors, puisque c'est lui qui aidera à la venue de Charles De Ketelaere et qui lui apportera un vrai soutien lors de son arrivée. Son départ laisse donc un trou, c'était l'un des sujets de la réunion entre la direction du club et les dirigeants de Redbird, la société propriétaire du club, mais finalement cette réunion aura un dénouement totalement inattendu. Juste après la réunion au sommet, dans un communiqué, la direction annonce avoir mis fin à sa collaboration avec Maldini et Massara, les deux directeurs sportifs. C'est le second séisme d'un été à peine commencé. Maldini, celui qui a construit l'effectif actuel, l'un des piliers de l'AC Milan, se retrouve viré avant même le début du mercato. Pas mal d'infos sont sorties depuis pour développer l'idée derrière ce choix de la direction, mais perso je pense que l'explication se trouve dans la façon dont s'est déroulée cette saison. 4ème de Serie A grâce à la déduction de points de la Juventus, éliminé par l'Inter en Supercoupe et en LDC, dégagé dès le début de la Coupe d'Italie par le Torino, ce qui sauve cette saison, outre une 3ème qualification européenne consécutive, c'est le parcours jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions. Pour autant, comme avec Barcelone, peut-on vraiment considérer cette saison comme une réussite? Dès le début, les choses se passent mal, les chantiers du mercato sont clairs, la saison dernière les a montrés, l'équipe a besoin de plus d'impact sur son aile droit, doit avoir un meilleur backup à Mike Maignan que Tataru Sanu, va devoir remplacer Romagnoli et Kessié partis libres et trouver une solution pour les blessures de Zlatan. Les chantiers sont clairs, mais lorsque tu regardes le mercato, lorsque tu regardes la saison effectuée, peut-on vraiment considérer que ces problèmes ont été résolus? 3 points doivent être pris en compte. Déjà, le manque de moyens. La marge de manœuvre pour cet été n'était pas grande, le budget était restreint puisque Elliott Management, l'ancien propriétaire, n'a terminé la vente du club à Redbird que vers la toute fin du mercato, et Maldini a donc dû être attentif à ses dépenses. Ceci explique en partie pourquoi des profils libres comme Origi ou des prêts ont été privilégiés pour compléter l'effectif, avec dans le même temps la levée de l'option de joueurs déjà au club, donc qui ont déjà négocié des deals qui correspondent aux finances et à la grille salariale de l'effectif. Second point, le cas De Ketelaere. Pendant 2 mois, Maldini a négocié avec Bruges pour obtenir le Belge au meilleur prix possible. Il a perdu énormément de temps sur ce dossier, il a finalement réussi à l'obtenir pour 35 millions, soit le plus gros investissement depuis Lucas Paqueta, et au final, le Belge n'a pas du tout réussi à convaincre. Ses statistiques le montrent, il n'est pas assez dangereux, pas assez créatif, il a créé plus d'occasions pour ses adversaires que sa propre équipe, et durant la saison, il a été un sujet de discorde entre la direction. Ce n'est pourtant pas la première fois qu'un joueur a du mal pour sa première saison à Milan, Tonali et Leao peuvent en témoigner par exemple. Il a été acheté pour prévoir le départ de Brahim Diaz, lui offrir un peu de temps pour s'acclimater et se montrer patient n'aurait pas dû être un problème, non. Le vrai problème, c'est qu'il était le renfort principal de l'été. Avec Origi, ils ont été les seuls vrais renforts offensifs dans une attaque qui avait cruellement besoin d'être renouvelée. Son inefficacité a donc été exacerbée par le contexte. Beaucoup ont remis en question le choix d'investir autant sur un seul joueur quand il y avait autant de chantiers, mais surtout, il y a un troisième point qui n'a pas aidé dans ce dossier, Stefano Pioli. Il est celui qui a permis de redresser l'AC Milan, qui a mené l'équipe vers un premier titre national en 12 ans, et cette saison, je pense qu'il n'a pas su être à la hauteur de la tâche, notamment en championnat. Ses choix ont été très discutables, que ce soit de repositionner Leao au cours de la saison, ou surtout, de ne pas du tout utiliser les recrues. Si Malick Thiaw a pu profiter des performances cataclysmiques de Matteo Gabbia et des problèmes physiques de Simon Kjær pour s'imposer en décembre, Yacine Adli et Astar Vranks n'ont jamais eu la chance de prouver qu'ils pouvaient jouer un rôle cette saison. Sans Kessié, le milieu a souvent été un problème et les solutions proposées par Pioli ont été de surexploiter Sandro Tonali et de donner du temps de jeu à Tommaso Pobega, un milieu revenu de près qui n'a pas du tout convaincu. Un nouveau point de discorde est donc apparu, cette fois-ci non pas seulement avec la direction, mais aussi avec son coach. Et Maldini semble avoir pris une décision. Si Pioli n'utilise pas ses joueurs, ne leur permet pas de grandir, alors il n'est plus l'homme de la situation. Les rumeurs concernant le départ de Pioli se sont fait grandissantes, certains parlaient même de contact avec Pirlo pour le remplacer, et là encore, la direction n'a pas écouté Maldini. Deux visions se sont donc affrontées, alors que Maldini accusait le manque d'investissement, le jeu de moins en moins intéressant de Pioli et sa sous-utilisation des recrues. Thierry Cardinal, lui, voyait plutôt Maldini, sa communication, ses choix, sa méthodologie comme le problème. Maldini voulait avoir un pouvoir énorme sur la direction que prenait ce club, sur la plupart des choix, tandis que la nouvelle direction souhaitait plutôt qu'un consensus soit trouvé avec toutes les parties. Si on comprend cela,
là, voir le départ de la légende italienne est plutôt compréhensible. Mais comme dit précédemment, Maldini n'est pas un simple directeur sportif. Son nom est lié à la gloire passée de Milan. Pour beaucoup, il en est le meilleur joueur de son histoire. Toute sa famille est liée de pro loin au club. En bref, Paolo Maldini est l'AC Milan. Le voir partir est un problème, mais pour la majorité, le vrai problème dans cette décision, c'est la manière dont elle a été mise en place. Il part sans un au revoir, sans remerciement, sans avertissement, de la pire des manières dans un communiqué de 5 petites lignes sur le site du club. C'est une humiliation, et maintenant que tout le monde est à froid, beaucoup ont compris que cette décision n'est peut-être pas aussi impulsive qu'elle ne le semble. Si tu analyses la saison, tu peux supposer que la décision remonte à pas mal de temps, puisqu'à cet hiver par exemple, il n'y a pas eu d'enveloppe pour améliorer l'équipe, malgré de gros besoins. Mais ce qui a sûrement mis le dernier clou dans le cercueil de Maldini, c'est l'interview donnée à CBS, où Maldini demande en plein entretien à ce que ses dirigeants fassent preuve de courage, d'intelligence, et investissent dans l'équipe pour leur permettre de définitivement rentrer dans la case des top clubs. En plus de sortir le linge sale devant les médias, de chercher l'appui des supporters pour faire pression à sa direction, Paolo a surtout montré qu'il n'a ni compris la situation du club, mais surtout qu'il n'a ni compris le projet. En refusant un poste de conseiller, il a définitivement mis un trait sur son avenir à Milan sous cette direction, et la première décision depuis son départ, soit la vente de Sandro Tonali, est la preuve que le projet n'est pas ce que la légende italienne espérait. Personne ne s'attendait à cette vente. Il est l'enfant de la ville, celui qui a grandi avec l'amour pour ce club dans le cœur, celui qui avait vécu un premier échec avec le club lombard dans sa jeunesse, celui qui, alors qu'il avait le monde à ses pieds après avoir confirmé son potentiel en Serie A, a quand même choisi de rejoindre un Milan qui ne s'était pas qualifié en LDC depuis 7 ans. Après sa première année mitigée, il est celui qui baissera son salaire pour signer définitivement, mais surtout il était celui que tout le monde voyait comme un futur capitaine et une future légende du club. Dès son éclosion à Brescia, tous les fans de Milan voyaient en lui l'ancienne légende du club, et sur le terrain il a confirmé toutes ses comparaisons. Cette saison il fait partie des meilleurs joueurs, de ceux qui ont été le plus utilisés, Pioli le considérait même comme invendable, lui-même ne se voyait pas partir, il voulait rester toute sa vie au club, alors comment la direction a pu accepter de le vendre? Bon bah déjà, il a lui-même forcé un peu son transfert, puisque c'est lui qui aurait été contacté en premier selon The Athletic. Bon perso j'ai un peu de mal à y croire. Déjà, l'aspect économique a sûrement été l'argument majeur. Sa vente va permettre au club de s'auto-gérer et de pouvoir être actif sur le marché des transferts. Après avoir refusé une première offre autour des 50 millions, Newcastle est revenu à la charge avec une offre d'environ 70 millions et 10% à la revente. Une offre folle qui permet au club lombard d'exploser sa vente record, mais aussi la vente record d'un joueur italien. Tonali aurait très mal pris que le club négocie son départ. Il aurait très mal accepté d'être considéré comme vendable aux yeux de la direction, et son agent aurait négocié un salaire double voire triple comparé à l'actuel. Il y a énormément de flou autour de cette situation, donc c'est vraiment difficile de se prononcer. Sportivement, le duo Furlani-Moncada, qui a pris la succession de Maldini et Massara, pense donc que le départ de Tonali peut être remplacé, et que l'argent proposé est convenable. Mais en termes de timing, en termes d'image pour ton projet, pour ta gestion, cette décision est tout simplement horrible. En vendant Tonali, tu te sépares d'une part de l'âme du club pour de l'argent. Et après avoir perdu Zlatan et Maldini, après t'être séparé des symboles du passé du club, tu te sépares de celui qui a représenté le futur. Les retours concernant ce transfert sont sanglants. La direction déjà peu présente dans les médias n'avait pas une bonne image, mais elle a réussi à se mettre une énorme partie des supporters sur le dos. C'est le duel de l'argent contre la passion, contre l'identité du club, et honnêtement c'est une opposition assez difficile à juger. Pour autant, là encore la direction ne réussit pas à se montrer. Aucune communication n'a été tentée, bref. L'AC Milan n'est plus dirigé comme un club de football, mais comme une société. Cette vente montre le visage pris dans le projet, l'idée n'est pas de miser sur des jeunes joueurs pour construire une équipe, mais de miser sur des jeunes joueurs pour financer le club avec leur vente. Aucun joueur n'est invendable, aucune pièce n'est irremplaçable, une gestion qui se rapproche plus de Dortmund que du Real Madrid. Et c'est assez logique. L'AC Milan n'est pas un club capable de rivaliser avec les revenus les plus grands. Une des raisons principales reste le dossier du stade, puisque 4 ans après l'annonce de la destruction du stade mythique de Milan, aucune solution n'a été trouvée par toutes les parties depuis. Tant que cette situation ne sera pas réglée, l'avenir du club de ses revenus restera dans le flou, et c'est un énorme problème pour la direction. L'objectif du club est d'éviter à tout prix de retomber dans l'endettement, mais pour rester compétitif, des investissements seront nécessaires. La vente de joueurs est donc la solution choisie par la direction. Pour l'instant, l'énorme problème du club, ce ne sont pas les décisions, qui sont compréhensibles, mais la communication inexistante. Plus personne ne représente le club, personne n'a pris la parole depuis le début du mercato, et c'est un sacré problème. Surtout si les résultats et le niveau de jeu continuent de dégringoler, si les investissements ne sont pas réussis ou n'ont pas lieu, je n'aimerais pas être à la place de la direction. D'ailleurs, si dans l'article de The Athletic, il est expliqué que Barea n'a jamais été proposé, n'a jamais été intéressé, n'a jamais été approché, c'est assez drôle que l'Inter Milan, dans une situation économique bien plus compliquée que l'AC Milan, ait même refusé d'interagir avec Newcastle pour vendre Barella. Cela montre la différence dans la vision du football des deux clubs. Côté Milan, il va falloir profiter de la vente pour reconstruire un effectif au plus vite. Les chantiers sont assez nombreux, de ces 36 ans, Giroud ne peut plus tenir la pointe de l'équipe tout seul pendant une saison complète, et Origi n'a pas assez convaincu pour être considéré comme une option. Il faudra un profil assez jeune, capable de convenir dans le jeu de contre-attaque de Milan, qui saura grandir et apprendre sous son aîné. Saelmakers et Messia ne sont pas assez dangereux, pas assez créatifs ou efficaces dans la surface pour avoir une place dans l'effectif. Et l'un d'entre eux va devoir laisser sa place. Un joueur capable de faire autant de mal sur transition que Leao. Perso, je vendrais Messia, mais au vu des liens entre son agent et le club, je ne sais pas si c'est faisable.
Brahim Diaz et Tonali devront être remplacés, et un troisième milieu pour la rotation devrait être trouvé. Surtout si Pobega comprend qu'il n'a rien à faire à Milan. À moins, évidemment, qu'Yacine Adli obtienne enfin sa chance. Idéalement, tu remplaces aussi Ballo Touré et Gabia. Tu ne fais pas la même erreur qu'avec Milo Kerkez et t'inclus Chaka Traoré dans les plans, surtout au vu des performances de Rebic que tu essaies de vendre pour ne pas bloquer une place dans l'effectif. Et tu trouves un gardien qui sait fermer ses jambes pour suppléer Ménin. Certains deals menés par Maldini pourraient être menés à terme, comme Daichi Kamada, mais d'autres semblent s'être arrêtés. Je pense que la priorité de l'AC Milan, outre le mercato, ça va être de faire comprendre aux supporters le projet, la direction que prend le club, et en attendant la situation entourant le stade soit plus claire, je serais pas choqué que Milan soit obligé de se séparer d'un joueur chaque année. Du côté de Tonali, si on passe le choc de son transfert, quel sera son rôle en Angleterre? L'idée d'Eddie Howe est assez simple, il veut continuer sur la lancée et offrir plus de possibilités à son équipe. De base, l'objectif principal est de permettre à Guimaraes de se libérer de certaines de ses obligations et de pouvoir jouer plus haut, de pouvoir profiter de ses qualités avec ballon, non pas seulement à la relance, mais plus haut. Mais Tonali n'est pas vraiment le bon profil pour ça. Il peut jouer 6, il l'a déjà fait, il pourra évidemment prendre ce rôle, j'en suis certain, mais ce n'est pas là où il va exceller. Tonali n'est pas Pirlo comme tous les influenceurs football nous l'ont répété, il n'est pas vraiment un meneur avec ballon bien qu'il puisse l'être par moment, il est un joueur avec une bonne technique, une très bonne qualité de passe et de vision, peut-être moins pour les passes longues, mais ce ne sont pas ses qualités premières. Son atout principal, c'est son athlétisme. Comme son idole Gattuso, il a un énorme coffre et c'est ce qu'Eddie Howe veut pour tous ses joueurs. De l'intensité. Il couvre énormément de terrain, il est intelligent, et c'est un aspect de son jeu que je trouve que peu de gens ont vraiment noté. Il aime descendre bas pour construire des actions, profiter de l'espace laissé par les latéraux lorsqu'il monte, porter le ballon lorsque l'adversaire lui en laisse l'occasion, attirer son vis-à-vis pour décaler sur un joueur lancé, et sans ballon, il n'hésite pas non plus à courir pour attirer la défense et créer des espaces plus hauts sur le terrain. Ou bien évidemment, profiter de ces espaces avec de très bons appels. Pour faire simple, il va offrir énormément de flexibilité à une équipe qui va en avoir besoin pour rester compétitif en Europe et en Première Ligue. Avec Guimaraes, il est difficile de voir le duo ne pas fonctionner. Les deux peuvent se compléter, peuvent se relayer, peuvent permettre à l'autre de monter plus haut, de prendre des risques, et même dans le 4-3 d'Eddie Howe, il peut permettre au système d'évoluer pour être moins prévisible. Un autre aspect sous-côté, c'est son impact offensif. Il est très fort pour délivrer des centres dangereux. Quand je dis ça, beaucoup pensent aux phases arrêtées, mais même en jeu, il peut délivrer de vraies belles passes pour Isaac, qui n'aura qu'à les mettre au fond. Il devra évidemment s'adapter à la Première Ligue. Je pense qu'il va vraiment avoir besoin d'un peu de temps, mais difficile de ne pas voir ce transfert comme un pari intelligent. Avec Tonali, Newcastle sait donc en faire un milieu qui continue de progresser, qui va aussi devoir améliorer ses frappes de loin pour passer à un nouveau cap et profiter des nombreuses occasions qu'il se procure. L'Italien va donc permettre de renflouer les caisses de Milan en rejoignant un projet ambitieux en Première Ligue, devenir un élément clé d'un club qui vise à s'installer durablement dans le top 6 de Première Ligue, dans un environnement en constante évolution. Newcastle n'était pas vraiment prêt à jouer à la Ligue des Champions, ce n'était pas l'objectif de la saison, mais Eddie Howe et l'équipe ont passé les étapes plus vite que prévu. Le club sait qu'attendre la Ligue des Champions n'est pas une fin en soi, il a compris les erreurs de clubs comme Everton, comme Leicester, et ne souhaite pas les reproduire. Jusqu'ici, le recrutement a étonné pas mal de monde, le club est riche depuis son rachat, mais ne dépense pas autant que ce que les gens pensaient. Mais avec l'Europe arrivée plus tôt que prévu, les investissements importants sont nécessaires, tout en respectant le fair play financier. Un tour de force compliqué quand t'as aussi peu de joueurs bankable. Maintenant, le futur s'annonce très intéressant, que ce soit pour Newcastle ou pour l'AC Milan.